Les ambassadeurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont achevé leur tournée dans le Sahel. Objectif, évaluer la situation sécuritaire et identifier l'appui à fournir pour répondre aux menaces terroristes. En Algérie, plusieurs partis d'opposition dénonçaient le rejet de leur liste pour les élections municipales et départementales du 23 novembre. Ils accusent le pouvoir de vouloir faire main basse sur les assemblées locales. Enfin, au Gabon, le gouvernement réuni en Conseil des ministres a adopté un projet de révision de la Constitution, un projet inacceptable et un recul de la démocratie pour l'opposant Zakari Miboto. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Après 4 jours, les ambassadeurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont achevé leur tournée dans le Sahel pour évaluer la situation sécuritaire et identifier l'appui à fournir pour répondre aux menaces terroristes. La délégation s'est dite convaincue que le Burkina Faso et les pays du G5 Sahel méritent d'être soutenus. Les images. Les diplomates onusiens sont arrivés à Ouagadougou au moment où le nord du pays est en proie à des attaques quasi hebdomadaires. Jeudi dernier, une vingtaine d'hommes armés ont incendié une école primaire publique et les populations ont dû prendre la fuite. Dès leur arrivée, les ambassadeurs membres du Conseil de sécurité ont visité le restaurant Café Aziz Istanbul, cible d'une attaque terroriste au mois d'août. La délégation des 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, conduite par les ambassadeurs François Delattre de France, Tekeda Alemou d'Éthiopie et Sebastiano Cardi d'Italie, s'est dite convaincue que le Burkina Faso et les pays du G5 Sahel méritent d'être soutenus. Didier Dako, chef d'état-major du G5 Sahel, attire aussi l'attention sur la situation précaire liée à l'instabilité en Libye et appelle à une coordination renforcée avec l'Algérie. On n'a pas la réponse à toutes les menaces. Donc, il y a des mouvements de va-et-vient entre la Libye et l'espace G5 Sahel. Mais la force conjointe constitue en quelque sorte un élément, une partie de la réponse à cela, parce que nous avons 2 bataillons qui seront du côté du Tchad et du Niger. Selon François Delattre, l'ambassadeur de France à l'ONU, dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité, cette tournée a permis de mieux saisir les réalités et les efforts des pays sahéliens dans la lutte contre le terrorisme. François Delattre est déjà convaincu que le Conseil de sécurité va apporter son soutien aux pays membres du G5 Sahel. Reste à définir les modalités de ce soutien. On parle sécurité toujours une semaine après l'attentat de Mogadiscio qui a coûté la vie à 358 personnes. Le président somalien en tournée régionale était à Kampala, en Ouganda, pour y rencontrer son homologue Yoweri Museveni. Au cœur des discussions, la riposte militaire contre les Chebabs. Les détails. Pour les autorités somaliennes, la responsabilité des Chebabs dans l'attaque meurtrière du 14 octobre dernier ne fait aucun doute. C'est pour cette raison qu'ils souhaitent intensifier les opérations militaires de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Le but est de rendre visite aux pays qui contribuent à la force de l'Union africaine en Somalie. Les discussions porteront sur l'intensification des opérations militaires contre les Chebabs. L'objectif est aussi de demander à ces pays de soutenir le projet du gouvernement fédéral somalien de rétablir la paix et la stabilité. Samedi, le président Mohamed Farmajo a rencontré l'armée somalienne et il a demandé aux militaires de se tenir prêts pour les opérations contre les Chebabs. Ces opérations devraient débuter prochainement. Les forces sont en train d'être déployées. Ce n'est donc plus qu'une question de jours, voire d'heures, estime Abdirahman Osman, le ministre somalien de l'information. Les Chebabs, s'appuyant sur un service de renseignement performant, exploitent régulièrement les failles de l'appareil sécuritaire de Mogadiscio. Ainsi, les récents gains territoriaux autour de la capitale ont été réalisés parce que les forces somaliennes venaient de se retirer de ces zones sur fond de grogne de soldats non payés depuis 3 mois, relève l'International Crisis Group. Plusieurs partis d'opposition algériens ont dénoncé le rejet arbitraire de nombre de leurs listes pour les élections municipales et départementales du 23 novembre. Ils accusent le pouvoir de vouloir faire main basse sur les assemblées locales. Plus de précisions à travers cet élément. Des laïcs du Rassemblement pour la culture et la démocratie aux formations islamistes, dont le mouvement de la Société pour la paix, en passant par le Front des forces socialistes, plus vieux parti d'opposition,
Tous ont fait état de nombreuses candidatures aux listes invalidées pour des motifs jugés futiles ou fallacieux. En premier lieu, disent-ils, les préfectures chargées de réceptionner les dossiers sont allées largement au-delà des dispositions du code électoral qui interdit d'être candidat en cas de condamnation définitive ayant entraîné une privation de liberté. Ces candidatures écartées sont difficiles à remplacer, avancent les partis d'opposition qui, faute de volontaires, ont déjà eu du mal à boucler leur liste dans certaines circonscriptions. En Algérie, seul le FLN du président Abdelaziz Bouteflika et son allié, le Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaya, dispose d'une assise et d'un maillage national. Lors des élections locales de 2012, FLN et RND avaient remporté à eux deux la majorité des sièges. Des listes entières ont, en outre, été déclarées non valides parce que l'administration a rejeté des signatures en raison d'erreurs minimes liées à la transcription de noms de l'arabe vers le français, a encore dénoncé le chef du MSP. Résultat, tous ces partis n'auront des listes que dans moins de la moitié des communes algériennes. Pour nombre d'analystes, le régime veut être sûr que la plupart des communes lui sont inféodées. Les partis au pouvoir n'ont pour leur part pas répondu aux attaques, mais annoncé leur participation dans l'ensemble des 1541 communes et 48 départements du pays. Cette édition se poursuit. Les Nations Unies ont appelé ce lundi à Kinshasa les autorités congolaises à libérer immédiatement plusieurs opposants arrêtés la veille à Lubumbashi. C'était dans le sud-est de la République démocratique du Congo où était attendu le leader de l'opposition, Félix Tshisekedi. Je demande instamment aux autorités congolaises la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées arbitrairement hier à Lubumbashi, déclare dans un communiqué Mama Sidikou, chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Je rappelle également aux autorités congolaises leurs obligations de garantir les libertés publiques et les droits civils et politiques à tous, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo, ajoute-t-il. Dimanche, au moins 28 militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti historique de l'opposition, ont été arrêtés selon la police, 48 selon leur parti à Lubumbashi. La MONUSCO condamne ces arrestations d'opposants survenus alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège de l'UDPS. La mission onusienne est vivement préoccupée par les actes continus d'intimidation à l'encontre des membres de l'opposition, ajoute le communiqué. Au total, 28 activistes ont été arrêtés et sont détenus au cachot. Ils seront jugés selon la loi, avait déclaré dimanche le général Paulin Kyungu, commandant de la police du Haut-Katanga. L'officier accuse ses opposants d'avoir insulté le chef de l'État. Le chef de l'UDPS, Félix Tshisekedi, dont l'arrivée est annoncée à Lubumbashi ce lundi, a dernièrement qualifié de déclaration de guerre au peuple congolais l'annonce du président de la commission électorale, Corneille Nangaa, selon laquelle il n'y aurait pas d'élection pour la succession de Joseph Kabila avant 2019. Je l'annonçais en titre au Gabon. Le 28 septembre dernier, le gouvernement réuni en Conseil des ministres a adopté un projet de révision de la Constitution en application des résolutions du dialogue national organisé par le pouvoir entre mars et mai 2017. L'opposition est très critique vis-à-vis de ce projet, le qualifiant de recul démocratique. Plus de précisions à travers cet élément. Zachary Miboto, le leader gabonais de l'Union nationale, affirme que la nouvelle constitution installe au Gabon le règne absolu, le pouvoir autocratique du président de la République, désormais seul maître aux commandes de tout. C'est extrêmement grave, note l'opposant, qui fait constater que les initiateurs de ce projet veulent changer le régime semi-présidentiel pour instaurer un régime présidentiel total. Pour rappel, le 28 septembre dernier, le gouvernement réuni en Conseil des ministres avait adopté un projet de révision de la Constitution en application des résolutions du dialogue national organisé par le pouvoir entre mars et mai 2017. Le projet inacceptable et un recul de la démocratie, estime l'opposant dans une déclaration au siège de son parti. C'est la monarchisation insidieuse de la République, regrette-t-il. Miboto s'est également attardé sur l'article 9 qui ne limite pas le nombre de mandats présidentiels. Cet article consacre la rééligibilité à souhait
mieux à l'infini du président de la République. Un véritable recul démocratique qui fait que le Gabon devienne sa chose, son royaume, et les Gabonais, ses sujets. C'est encore là une preuve de plus de la monarchisation de la République, insiste-t-il. L'opposant a demandé aux députés de ne pas voter cette nouvelle constitution. Le pouvoir n'a pas encore réagi. Monsieur Éric Dodo. Au Niger, les étudiants de l'université de Niamey donnent de la voix. L'Union des étudiants de l'université de Niamey dénonce un projet de loi de finances 2018 antisocial face aux multiples attaques terroristes et leur lot de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité nigériennes. Les étudiants qui disent ne pas comprendre le rôle des forces étrangères au Niger exigent leur départ immédiat. Voici un extrait de leur déclaration lue par le secrétaire général Diabri Sita. Au plan national, le comité exécutif de Yanoun s'insurge contre la tendance monstrueuse que prend le régime socialisant de la 7e République quant aux mesures impopulaires et antisociales inscrites dans le projet de loi de finances 2018 qui consiste à sucer le peuple jusqu'à la moelle des eaux. Sinon, comment comprendre que dans un contexte de paupérisation extrême et de précarité ambiante du peuple nigérien, le gouvernement, combien pléthorique, n'a trouvé d'autre réponse que de durcir davantage la vie des citoyens à travers des taxes et impôts insupportables, y compris sur les besoins primaires des ménages, notamment les produits de première nécessité, mais aussi les délaissements programmés des secteurs sociaux de base, en même temps qu'on constate une montée en flèche du train de vie de l'État. Se préoccupe de la situation sécuritaire du pays avec les attaques répétées des crimes indicibles perpétrés contre par la secte islamiste et d'autres assaillants de même acabit contre les vaillantes populations et les FDS, pourtant censés être immunisés contre de telles barbaries avec l'installation tous azimuts des bases militaires étrangères. Le comité exécutif saisit cette occasion pour présenter ses sincères condoléances aux familles de soldats ayant péri sur les champs de l'honneur et exige du gouvernement le renvoi systématique et immédiat de toutes les bases militaires étrangères de notre pays. Pour finir, grand vainqueur des législatives de ce dimanche, le Premier ministre conservateur japonais Shinzo Abe s'est engagé à travailler avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Objectif, opposer aux menaces nord-coréennes une diplomatie forte et déterminée. Plus de précisions à travers ce reportage. Grâce à sa victoire aux législatives ce dimanche, le Premier ministre conservateur japonais Shinzo Abe se trouve encore davantage légitimé dans sa fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, qui a déjà tiré 2 missiles au-dessus de l'archipel nippon. Dans une allusion aux enlèvements de Japonais par Pyongyang dans les années 1970 et 1980, il a déclaré devant la presse ce lundi qu'il allait résoudre les questions des missiles, du programme nucléaire nord-coréen ainsi que des enlèvements avec une diplomatie forte et déterminée. Avec la confiance que nous a donnée le peuple, nous développerons une diplomatie forte pour répondre à la situation nord-coréenne qui s'intensifie. Au pouvoir depuis fin 2012, après un premier exercice raté en 2006-2007, Shinzo Abe, 63 ans, pourrait rester aux commandes jusqu'en 2021 et atteindre le record de longévité d'un premier ministre japonais. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous.